Yves Le Goff, bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste, vous avez été animateur de formation professionnelle et toujours parallèlement à votre vie active, vous vous êtes intéressé à ce qui, dans la religion chrétienne, vous semblait impensé ou relégué. Vous avez publié plusieurs ouvrages, toujours dans une maison d'édition indépendante, le Livre Libre. Un premier sur Augustin et la théocratie, un autre ouvrage consacré à saint Paul, qui en livre une vision tout à fait inhabituelle, intitulé Saint Paul, l'apôtre de l'anathème, où vous vous mettez en avant ce qui ne l'est jamais chez saint Paul, c'est-à-dire sa violence, et sa violence particulièrement envers les femmes. Vous avez écrit également deux autres ouvrages sur la séparation des églises et de l'État en Bretagne, région dont vous êtes originaire, comme votre nom l'indique, la séparation de l'Église et de l'État dans le Finistère et l'école à Morlaix au temps de Jules Ferry. Vous continuez toujours de publier puisque vous venez d'écrire 4 propositions simples pour améliorer la démocratie grandement. Mais si je vous ai invité aujourd'hui, ce n'est pas pour évoquer tous ces travaux qui intéresseraient certainement les auditeurs, qui pourront d'ailleurs retrouver tous vos ouvrages sur votre site. C'est parce que vous avez consacré, il y a quelques années, un livre au Chevalier de la Barre, figure héroïque de la laïcité, que j'avais d'ailleurs évoqué à ce micro le 23 septembre dernier, à l'occasion de la 7e fête de la laïcité qui a eu lieu à Montmartre, devant la statue du Chevalier, dans le petit square Nadar. Alors je voudrais, au cours de cette émission, évoquer avec vous non seulement la figure du Chevalier de la Barre, qui est une figure donc historique extrêmement intéressante, mais peut-être et surtout les tiraillements que l'exploitation symbolique de ce personnage ont suscité dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire du 18e arrondissement de Paris, puisque la géographie parisienne et montmartroise notamment s'est fait l'écho de ces tiraillements qui ont opposé les églises et l'État, les catholiques et les républicains. Mais avant tout, pourquoi vous êtes-vous personnellement intéressé au chevalier et à sa statue? Eh bien, en 1994, arrivant à Paris, rentrant d'un long séjour en province, je me promène autour du square Nadar et je suis attiré par l'existence d'un socle et l'absence de la statue allant avec ce socle. Sur le socle, il y avait un écusson gravé dans la pierre qui disait au chevalier de la Barre, supplicié à l'âge de 19 ans, pour avoir refusé de saluer une procession. Et je me suis posé la question, je connaissais très vaguement le nom du chevalier de la Barre, mais je ne connaissais pas son histoire, je ne connaissais pas l'histoire des statues dans Paris, je ne savais pas qu'un grand nombre de statues avaient été enlevées pendant la guerre. Je me suis posé la question, est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport entre le motif d'une exécution vieille à cette époque de 2 siècles et demi et le fait que sur ce socle où il devrait y avoir une statue, il y a en fait une absence. C'est la question de départ. C'est la question de départ. Alors il nous faut démêler tous ces rues du Chevalier de la Barre, parce qu'il y a deux symboles, à la fois la statue qui est devant, et puis entourant la basilique, cette rue qui serpente, et qui s'appelle aussi la rue du Chevalier de la Barre. En effet, en effet. Et c'était un premier mauvais coup, entre guillemets, que le conseil municipal de Paris avait su concocter à l'encontre des adversaires cléricaux, puisque, évidemment, ce chantier, et il y avait une société civile qui doit exister toujours d'ailleurs, et qui a toujours cette adresse 35 rue du Chevalier de la Barre, elle existait. Elle avait sa raison sociale dans la rue qui s'appelait alors rue de la Fontenelle, et spécialement, mais ça c'était une quinzaine d'années avant de décider de construire la statue, eh bien le conseil municipal décide, un jour de 1885, de débaptiser cette rue et de l'appeler, voilà, la rue de la Fontenelle devient la rue du Chevalier de la Barre, et dit-on, disent les libres penseurs et les républicains de l'époque, pour que la basilique ait une adresse qui lui fasse honte. Exactement, oui. Ça c'est très réussi. On voit bien cette guerre des symboles. Donc, à partir de 26, la statue est reléguée dans ce petit square plus bas
et qui n'est donc plus frontale. Il faut aller la chercher maintenant, cette Absolument. statue du Et on ne chevalier fait de la plus Barre. de lien direct entre la statue et la basilique. Or, tout le problème était là, c'était le lien direct. Donc cette délocalisation de la statue est hautement symbolique, comme si... Hautement, et c'est fait pour calmer le jeu. Bon, peut-être le fallait-il, hein, c'est à voir. C'est vrai qu'il faut un jour savoir arrêter les grèves et arrêter les guerres. Hein, et ces guerres-là aussi, les guerres idéologiques, doivent trouver un terme. Et en tout cas, c'est ce qui a été décidé. À la faveur de rénovation urbanistique, on l'a mise là et elle n'est jamais revenue à sa place initiale. Elle devait normalement, elle n'est jamais revenue. Bon, pour des raisons justement de paix civile, sociale ou consensuelle. Alors maintenant, il faudrait quand même éclairer la figure historique du chevalier de la Barre. Qui était-il? Oui, alors là, ça nous fait remonter 2 siècles et demi plus tôt et se trouver à Abbeville un certain jour de juillet, le 1er juillet, à vrai dire, 1766, et assister à l'exécution publique d'un jeune homme. Il avait d'ailleurs pas 19 ans, mais presque 21, 2 mois près. Mais c'est quand même très très jeune. Et surtout, c'est le châtiment qui lui était imposé était sans rapport avec le délit qui avait pu être commis, dont l'histoire retient qu'il avait refusé de saluer une procession. L'affaire est un petit peu plus compliquée que ça, même nettement plus compliquée que ça, mais je ne peux pas entrer dans les détails, on peut se renseigner autrement. Il avait été mêlé à des échauffourées et des désordres dans la ville où il était depuis 4 ans, la petite ville d'Abbeville, dans la Somme, où sa tante l'avait recueilli, qui était l'abbesse de Villancourt. C'était une certaine Anne-Marguerite Feydeau. Est-ce que ce jeune homme était orphelin? Il était orphelin, effectivement. Non seulement il était orphelin, mais il était d'un père qui, et ceci a un rapport aussi avec son drame, il connaît 2 drames dans son histoire. Une Pécadille qui se transforme en tragédie. En tragédie, en exécution. En exécution, décapitation. horrible, hein, précédée d'une torture, enfin des choses tout à fait épouvantables, mais qui étaient monnaie courante presque à l'époque. Hein. Mm-hmm. Mais ça avait été précédé d'un autre drame qui était que son père avait failli à sa mission. Les Lefebvre de la Barre étaient de noblesse relativement récente. Il appartenait à la 5e génération. La première génération, le premier Lefebvre qui avait acheté le domaine de la Barre à Férolles dans la province de Brie-Comte-Robert, parce qu'il s'était enrichi, parce qu'il était juriste, eh bien son fils avait réussi, son deuxième fils, son petit-fils davantage, mais son arrière-petit-fils qui était le père du chevalier de la Barre s'est complètement désintéressé de tout. Alors, et donc a fait faillite. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que le père a failli à sa mission. Oui, et le chevalier de la Barre était pauvre, ignorant, inculte, et ils ont été chassés de leur domaine à Férolles et recueillis, le père est mort, la mère était morte déjà, recueillis par une tante, et il arrive dans cette ville où il n'avait à proprement parler rien à faire, il attendait l'âge de 20 ans ou 21 ans pour entrer dans l'armée du roi. Donc, il est victime de la justice royale d'Ancien Régime, qui le punit à mort après l'avoir torturé, et là, les penseurs des Lumières s'alarment. Oui, Voltaire prend la défense tout à fait. Voltaire, du chevalier de la Barre, absolument. Et ça constitue comme une affaire de la laïcité, ou de l'injustice de la religion par rapport à... Oui, c'est une des nombreuses affaires dont Voltaire s'était occupé, toujours pour essayer de rétablir une justice là où effectivement l'intolérance régnait. Cela venait après la défense de Calas, cela venait après la défense de Sirvin et de bien d'autres qui sont moins connus. Voltaire a écrit 2 livres au sujet du chevalier de la Barre sous des pseudonymes, mais ça ne trompait personne.